Bon, on va essayer de terminer le chapitre numéro 2 là, de ce cours-là, ok? Euh, je pense qu'on avait déjà vu 2 vidéos sur ce chapitre. Donc, il s'agit du chapitre sur origine des sols et la granulométrie. Donc, on avait vu toutes ces parties-là dans les 2 vidéos précédentes, des parties 1 jusqu'à partie 7. Donc, pour cette vidéo, on va voir la partie numéro 8 et la partie numéro 9. La partie numéro 8 qui est courbe de distribution et granulométrique et les formes des particules en partie numéro 9. OK? So, commençons avec la partie numéro 8, qui est la courbe de distribution granulométrique là. Dans cette partie, nous allons voir quelles sont les informations que nous pouvons obtenir à partir de la courbe granulométrique là. OK? Quelles sont les informations? Donc, une courbe de distribution granulométrique là peut fournir plusieurs informations. D'abord, si je vous présente cette courbe-là, comme ça, parce que c'est de cette courbe-là qu'il s'agit, vous connaissez le nom de la courbe maintenant. Courbe de distribution granulométrique. Donc, cette courbe-là peut nous donner des informations sur les sols, des paramètres sur les sols. Peut nous donner taille efficace ou bien diamètre efficace. Taille efficace, diamètre efficace. Ce diamètre efficace-là, on l'appelle D10. Et D10, ça signifie que 10% du sol en masse, ce qui concerne la masse, 10% de la masse du sol a des tailles, des diamètres, les grains là, inférieurs au diamètre correspondant à 10%. Donc, c'est le diamètre correspondant à 10%, 10% des plus fins sur la courbe. OK? Comment vous obtenez ce diamètre-là? C'est très simple. Vous savez que cette verticale-là, cet axe des ordonnées, c'est le pourcentage. OK? Donc, vous allez sur cet axe, vous cherchez 10. Et le total, c'est 100%, on est d'accord. Donc, 10 est là. Vous projetez sur la courbe, la 10, et vous descendez sur l'axe des abscisses. OK? Le diamètre que vous allez obtenir, parce que l'axe des abscisses, il ne faut pas oublier, c'est le diamètre. Le diamètre que vous allez obtenir, c'est ça votre diamètre D10. Donc, ici, on va dire que c'est un peu légèrement plus grand que 0,1. OK? Si je dis par exemple que c'est 0,12 mm, ça veut dire que 10% de mon sol a des grains dont les diamètres sont inférieurs à 0,12. 10%, pourcentage en masse, hein? Pas oublier que c'est pour cette courbe-là, c'est en masse. 10% du sol a des grains dont les diamètres sont inférieurs au D10 là, qui est dans ce cas 0,12. C'est juste un exemple ici. C'est pas toujours ça, hein, c'est pas toujours 0,10. De toutes les façons, vous connaissez la méthode pour retrouver les D10. OK? De cette même façon, là aussi, vous pouvez avoir D30, D25, D60, D75. Si je veux D25, je pars ici, je cherche 25 est là, parce que pourcentage, 25 est là, je projette sur la courbe, et je projette sur l'axe des abscisses pour avoir le diamètre qui correspond à D25. D30, pareil, 30%, projette sur la courbe, et tu descends. D60, 60%, tu projettes sur la courbe, et tu lis le diamètre correspondant. OK? D75, ainsi de suite. Donc, le D10 là, c'est le diamètre effectif ou diamètre efficace. OK? Donc, ce diamètre-là nous informe sur la conductivité hydraulique de notre sol. Le drainage des sols granulaires. OK? Voilà. Donc, ce diamètre est important. Pour les sables, par exemple. Coefficient d'uniformité. Un autre coefficient, une autre information du sol qu'on peut obtenir à partir de la courbe. Qu'est-ce que le coefficient d'uniformité? Vous obtenez ce coefficient en utilisant les D60 et les D10.
60, on a déjà expliqué, hein, ça veut dire que 60% du sol a des grains plus fins que des D60. 10%, D10. Vous avez tout expliqué ici. OK? Donc, vous prenez les D60 et les D10. D60 divisé par D10, vous allez obtenir coefficient d'uniformité. OK. Ces coefficients-là nous indiquent l'uniformité ou la gamme de taille des particules dans le sol. Est-ce que les particules qui sont dans le sol là sont tous de taille uniforme? Est-ce que c'est la même taille? Tous les particules ont la même taille ou pas? Donc, c'est ça, c'est cette information que ces coefficients-là d'uniformité-là va nous donner. D'accord? OK, allons-y maintenant. Il y a un autre troisième coefficient ou deuxième coefficient, je ne sais pas. Coefficient de gradation. On appelle ça en français, en réalité, coefficient de Courbure. En anglais, coefficient de gradation. Le coefficient de Courbure, là, CC, c'est comment on le note, est obtenu avec les diamètres 60, D60, D10 et D30. S'il vous plaît, j'ai déjà expliqué la signification de D10, D30, D60 là ici. OK? Voilà. Donc, vous prenez D30 au carré et vous divisez par les produits de D60 et D10. C'est tout. Pour obtenir le coefficient de Courbure. OK? Maintenant, coefficient de tri. Ce coefficient de tri là, SO, c'est racine carrée de D75 divisé par D25. D75, D25. Ce coefficient-là est surtout utilisé par les zoologistes, en géologie. En géotechnique, on n'utilise pas ça trop comme ça. Je n'ai jamais utilisé ce coefficient-là, pour être honnête. OK? Donc, c'est juste une information pour vous. Donc, quelle autre information on peut obtenir? Donc, il y a les diamètres effectifs, coefficient de courbure, coefficient d'uniformité, coefficient de tri, si vous voulez. Ça, on peut obtenir avec la courbe. Mais à part ça, on peut obtenir aussi le pourcentage de gravier, de sable, de limon et argile présents dans le sol, juste en utilisant la courbe. Vous voyez? C'est aussi quelque chose qu'on peut obtenir. Si on prend, par exemple, à titre d'exemple, cette courbe-là, on nous demande d'utiliser la courbe-là et de dire le pourcentage de gravier, de sable, de limon et d'argile présents dans ce sol. Comment vous allez faire? OK? Donc, en utilisant les systèmes unifiés, système de classification unifié. Donc, dans le cours précédent, on avait parlé des différents systèmes. Les différents systèmes de classification. Système de MIT, même les systèmes français, AFNOR. Donc, en utilisant ces systèmes, le système va nous donner les noms des sols, les types de sols en fonction de la taille des particules. Par exemple, les graviers, leur taille, c'est de tel diamètre à tel diamètre. Les sables, c'est de tel diamètre à tel diamètre. C'est ça le système de classification. Donc, en utilisant le système de classification unifié, on va essayer de trouver pourcentage de gravier, pourcentage de sable, pourcentage de limon. Donc, je rappelle ici les différentes classifications là. On avait déjà vu, hein, donc c'est juste un rappel. La méthode classification MIT et la classification qui nous intéresse, c'est celle-là, unifiée là, Unified Soil Classification System. Donc, ce système-là nous dit que pour le gravier, il ne faut pas oublier que c'est en millimètres, les tailles vont de 76,2 mm à 4,75 mm. Donc, cette plage-là de diamètre, c'est pour le gravier. Pour les sables, c'est 4,75 à 0,075 mm. Maintenant, pour les limons et puis l'argile, ce système ne donne pas de limons et de l'argile. Le système nous dit seulement que ce sont des fins. Voilà, ce sont des sols fins. OK? Donc, à partir du diamètre inférieur à 0,075, on va dire, ce système nous dit que ce sont des sols fins. C'est tout. Donc, on va utiliser cette classification-là pour déterminer quel est le pourcentage de gravier, du sable et des fins
dans notre sol en utilisant la courbe. OK? Donc, pas oublier hein, les choses, les places là, des diamètres. Là. Donc, de 76,2 à 4,75, c'est gravier. De 4,75 à 0,075, c'est le sable. Et maintenant, inférieur à 0,075, c'est le sol fin. C'est ce que le système nous dit. Donc, nous allons voir quelles sont les particules, quel pourcentage du sol a les particules dont les diamètres sont inférieurs à 76,2 mm. Allons-y voir. Quand on regarde ce sol, le plus grand même, diamètre, n'arrive même pas à 5 mm. Donc, il est évident que toutes les particules de ce sol-là, c'est-à-dire tous ces sols, ont des particules qui sont inférieures à 76,2 mm. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire 100% du sol est plus petit. Parce que c'est ça aussi la granulométrie. Nous, on cherche, la granulométrie cherche les plus petits. Les diamètres plus petits qu'un diamètre donné. Donc, si on considère ce diamètre comme notre diamètre cible, tous les diamètres des sols, des particules qui sont dans les sols là, sont plus petits que ces diamètres. Donc, 100% du sol a des particules inférieures à 76,2. C'est ce que ça veut dire. Donc, maintenant, si on prend 4,75, on vient ici, 4,75, on voit que le plus grand diamètre même de ce sol-là ne vaut même pas 4. OK? On va dire que c'est légèrement supérieur à 2 mm. Donc, pour dire aussi que toutes les particules du sol, de ce sol-là, sont tous plus petits que 4,75 mm en diamètre. Donc, c'est 100% aussi. Maintenant, si on prend le diamètre 0,075, 0,1 est là, 0,05 est là. Donc, 0,075 est forcément entre les deux. Je n'ai pas dit le millier, parce qu'il ne faut pas oublier que cette échelle-là, c'est une échelle logarithmique. En abscisse ici, c'est logarithmique. C'est là qui est arithmétique. Donc, on va dire que c'est autour de là comme ça. Donc, si on projette, on va voir que c'est 62, à peu près 70%, à peu près 70% qui correspond au diamètre 0,075. Donc, on peut dire que 62%, c'est-à-dire tout ça, et là jusqu'à là, toute cette partie-là est inférieure au diamètre 0,075 mm. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, on met 62 ici. Maintenant, les restes, on sait que les restes, comme ces systèmes de classification unifiés là, ce sont des fins. Donc, on met juste un tiré. Pas besoin. Et c'est 0 ici. On termine par 0. Parce qu'à la fin, forcément, il faut que ça soit 0, non? Voilà. Donc, allons-y maintenant. On sait que pour les graviers, c'est entre 76,2 et 4,75 mm. Donc, pour avoir pourcentage de gravier, vous allez faire 100 moins 100. Et ça va nous donner 0%. Donc, ça veut dire qu'il y a 0% de gravier dans ce sol. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gravier dans ce sol. Maintenant, pour les sables, vous faites les 100 là, moins les 70 pour avoir le pourcentage de sable. Donc, 100 moins 70, ça fait 38% du sable. Donc, ça veut dire qu'il y a 38% de ce sol en termes de masse, c'est du sable. Et comme ce système-là nous facilite, il faut juste dire que le reste sera des fins, c'est-à-dire argile et limon. Donc, si vous voulez même, vous pouvez faire 100% moins 38%, vous allez obtenir. Ou bien, vous faites juste les 62% moins 0, ça moins ça. À chaque fois, ici moins ici, ici moins ici, ici moins ici. Donc, vous obtenez 62%. Voilà. Et comme le système unifié là simplifie les choses même, vous pouvez dire que c'est 100% moins 38%.
vous allez obtenir les 68% là, 62%, pardon. OK? Yeah. So, on continue. Hein? Donc, ça, c'est une autre information que la courbe granulométrique là peut nous donner. En plus des coefficients de courbure, coefficients d'uniformité, diamètre efficace ou diamètre effectif là, on peut avoir aussi le pourcentage de chaque type de sol dans les sols en utilisant la courbe là. OK? Voilà. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir encore avec la courbe granulométrique là? La courbe là peut aussi nous donner, non seulement on peut avoir la gamme des tailles des particules, mais aussi on peut obtenir un schéma, le schéma de distribution des particules. C'est-à-dire comment les particules sont distribuées. Okay? C'est de ça qu'on va parler ici. Si on considère par exemple cette figure-là, qui nous donne 3 courbes. Ici, là, c'est une erreur, ça veut dire figure, mais on s'en fout, vous savez ce que ça veut dire. On a 3 courbes ici. La courbe numéro 1, qui est celle-là, là. La courbe numéro 2, qui est là. La courbe numéro 3, qui est celle-là. OK? Donc, ces 3 courbes-là, comme vous les voyez, elles sont différentes. Comme vous les voyez, elles sont différentes. La première courbe. La première courbe, là, c'est une courbe, j'ai dit classée ici, mal gradée. C'est pas classé, hein. On appelle ça sol mal gradé. Sol mal gradé, c'est-à-dire la majorité des particules, des grains de ce sol-là, ont la même taille similaire, à peu près la même taille. Donc, la courbe est confinée sur une plage de diamètre vraiment très restreint. Donc, vous voyez, la courbe est presque verticale. Elle tend à être verticale. Donc, quand c'est comme ça, là, on va dire que c'est un sol mal gradé. C'est pas classé, hein, c'est gradé. C'est juste une erreur. On va corriger ça tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il manque une large gamme de tailles de particules dans ces sols-là, dans ce type de sol. Peut-être c'est juste la majorité, c'est une seule taille. Les autres là, il manque. C'est par exemple, si vous prenez la courbe, toute cette plage-là, de taille là, n'est pas inclue. Et en haut aussi, toute cette plage de taille là n'est pas inclue. Donc, le sol là n'a pas cette plage de taille de particules. C'est ce que ça veut dire. Donc, on appelle ces gens de courbes là courbe de sol mal gradé. Deuxième courbe, c'est cette courbe-là. Quand vous regardez cette courbe, elle est vraiment différente de la première. Celle-là, elle est élongée. Elle est élongée comme ça. Elle couvre un large intervalle de diamètre, de taille de particules. Donc, on va appeler ça, la traduction n'est pas bien faite. Et ce genre de sol-là, on appelle ça sol bien gradé. OK? Donc, les tailles des particules là sont réparties sur une large gamme de diamètre. Donc, c'est vraiment plus large que précédemment. Donc, ça couvre toute cette plage-là des choses. Alors que l'autre s'arrêtait juste là. Cette deuxième courbe, elle passe jusqu'à ici. Et de là aussi, elle passe jusqu'à là. Alors que l'autre s'arrêtait ici. Vous voyez? C'est ça la différence. On va corriger ça hein, tout de suite là. Au lieu de classer et puis niveler là, c'est gradé. Donc, le sol bien gradé là,
là, il me met calibré. En fait, c'est traduit directement d'anglais en français. Donc, il faudra faire attention souvent. Les sols bien gradés, là, ont des coefficients d'uniformité supérieurs à environ 4 pour les graviers et 6 pour les sables. Donc, ça veut dire que si votre sol est un sable, et comment vous connaissez que votre sol est un sable, on vient de voir tout de suite un exemple qui nous montre qu'il faut utiliser, en utilisant un système de classification, utiliser les diamètres, la plage de diamètres. Si votre sol a des diamètres qui tombent dans la plage de sable, de sable ou bien de l'argile, donc vous allez savoir si votre sol est de l'argile ou bien du sable ou bien de gravier, je cherche. Sable et gravier. Donc, si vous utilisez la classification, par exemple, classification unifiée, qui donne les plages pour les graviers, plages pour les sables, et que vous trouvez que votre sol est de sable, si ce sable-là a un coefficient d'uniformité égal à peu près 6 ou supérieur à 6, donc supérieur à environ 6. Donc, ce sable est probablement hein, un sable bien gradé. OK? Donc, pour les graviers, c'est 4. Maintenant, pour les coefficients, OK, là, c'est la formule, c'est juste la formule du coefficient d'uniformité, là. On rappelle, hein? D60 divisé par D10. Donc, maintenant, pour le coefficient de gradation, c'est-à-dire coefficient de courbure, là, CC, qui est donné par cette formule, pour ces coefficients-là, les sables et les graviers bien gradés ont ces coefficients entre 1 et 3. Gravier et sable hein, confondus. Donc, on récapitule. En utilisant ces deux coefficients-là, vous pouvez savoir si votre sable ou votre gravier est bien gradé. Donc, pour les sables, il suffit que ce coefficient d'uniformité-là soit égal à environ 6. Et les coefficients de courbure entre 1 et 3. Il faut bien noter ça. Maintenant, pour les graviers, le coefficient d'uniformité 4 et le coefficient de courbure toujours entre 1 et 3. Donc, le coefficient de courbure, là, c'est pareil pour sable et puis gravier. C'est la même chose. Entre 1 et 3. Entre 1 et 3. Entre 1 et 3. Maintenant, le coefficient d'uniformité, là, pour les sables, c'est 6. Pour le gravier, c'est 4. Donc, on va arranger ça là un peu. C'est gradé, c'est pas classé. Mal gradé, bien gradé, ok? Donc, c'est pas gradé. Retenez seulement que pour les sables, coefficient d'uniformité là, autour de 6, ok? Et pour les graviers, coefficient d'uniformité autour de 4. Maintenant, le coefficient de courbure là doit être entre 1 et 3 pour dire que voilà, votre sable ou votre gravier est bien gradé. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, c'est gradé, gradé, gradé. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à réparer. Mais bon, je pense que vous comprenez. OK, donc on continue. Donc ça, c'est aussi à partir de la courbe, on peut obtenir ça. On va foncer maintenant pour la courbe numéro 3. Qu'est-ce que la courbe numéro 3 nous dit? Ces genre de courbe-là, les gens n'en parlent pas trop, mais on va appeler ça sol gradé par espacement. Il y a des plages, de diamètres qui n'existent pas dans ces sols. Donc, si vous prenez, par exemple, vous voyez ici, c'est comme si il y a deux portions. Une portion en haut, une portion en bas. Chaque portion, les deux portions là, sont à peu près
des fractions uniformément classées, uniformément gradées. Mais il y a comme un manque, il y a comme un trou. Vous voyez ici, des tresses ici, qui manquent entre les deux choses. Mais comme en traçant la courbe, il faut forcément joindre les deux. Donc, mais il y a quelque chose qui manque entre les deux ici. C'est comme si vous prenez votre tamis, là, les tamis, l'analyse granulométrique, l'analyse avec les tamis, et vous faites, vous, en secouant le sol, et les tamis d'en haut ont des valeurs, les tamis en bas, j'ai dit des valeurs, ont des sols, ont retenu une partie des parties du sol, et les tamis d'en bas aussi ont du sol. Peut-être les tamis au milieu là n'ont rien retenu du tout. Donc c'est ça qui va causer ce trou là. Donc souvent il peut y avoir un ou un deux. Ça peut arriver. Donc les tamis d'en haut ont du sol, les tamis d'en bas ont du sol, mais au milieu là il y a des tamis qui n'ont rien retenu du tout. Il n'y a aucune partie de l'échantillon de votre sol là n'est restée au-dessus de ces tamis là. Donc, en ce moment, quand vous allez tracer votre courbe là, ça sera quelque chose comme ça. Peut-être il y a les valeurs ici, il y a des valeurs en bas ici, mais au milieu là, il n'y a rien. Donc, vous faites juste un truc comme ça pour essayer de... Par exemple, si l'autre s'arrête ici et l'autre s'arrête là. Donc, il faut juste faire ce genre de courbe là pour joindre les deux bouts. Donc, on va appeler ça sol gradé par espacement. OK. Donc, les sols là, ces sols là, comme je le disais, ce sont des sols qui ont des lacunes. Les lacunes ou des tailles des particules là qui manquent. Il y a des tailles qui manquent. Voilà. Donc, le sol a sauté. Peut-être il y a de gros particules. Après, ça saute, ça part à des particules très fines. Il n'y a pas de particules moyennes, par exemple. Donc, ces genre de sol là aussi, ça existe. OK. Donc, je pense que tout ce qu'on peut dire de la courbe granulométrique là, c'est ça. On va faire juste un petit exercice pour voir si c'est bien compris. Donc, voici par exemple ces tableaux là qui nous montrent des résultats. Ça, c'est le numéro des tamis. Là. Tamis numéro 4 jusqu'à tamis numéro 200 et puis la casserole qui est en bas. Okay? C'est en anglais, mais vous comprenez. Donc, une chose très importante, c'est tamis là, numéro 200 là. Il ne faut jamais l'oublier dans votre analyse. Parce que c'est ce qui va passer à travers ces tamis là qu'on va prendre pour faire l'analyse avec l'hydromètre. L'analyse hydrométrique là est faite à partir du sol qui va passer, avec le sol qui va passer à travers ces tamis. Donc, ce n'est pas tous les tamis que vous allez mettre dans votre analyse. Vous pouvez sélectionner certains, mais celui-là, descend là, est presque obligatoire. OK? Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas tous les tamis ici. Il y a des numéros qui manquent. Donc, on n'est pas obligé de mettre tout. Mais celui-là, le dernier là, il faut le mettre. Parce que c'est ça qui va filtrer les fins qu'on va utiliser pour mettre notre analyse hydrométrique là. OK. Donc, ce qu'on nous demande de faire ici, c'est d'effectuer les calculs nécessaires pour tracer la courbe de distribution granulométrique et calculer les D10, D30 et D60. Après, calculer le coefficient d'uniformité et le coefficient de courbure, gradation courbure. Donc, juste en rappel, je vous donne les formules des coefficients d'uniformité et coefficient de courbure là, ici. Donc, ici, là, il ne faut pas oublier qu'on nous a donné juste les numéros des tamis. On ne nous a pas donné les ouvertures. Les ouvertures, là, c'est à nous d'aller faire la correspondance entre les numéros des tamis et les ouvertures, c'est-à-dire les diamètres. Parce qu'il ne faut pas oublier que la courbe, pour faire la courbe granulométrique, là, on a besoin des ouvertures. On a besoin de diamètres. Et c'est ce diamètre-là, d'ailleurs, qu'on va placer à l'arc des abscisses. Arc des abscisses qui est en échelle logarithmique. OK? Donc, il nous faut forcément les diamètres. Mais ici, l'exercice nous donne seulement les numéros des tamis. Donc, on doit faire une correspondance entre les numéros de tamis et les ouvertures. C'est obligé. OK.
Donc, un rappel, je vais juste faire un rappel. Quand on fait l'analyse granulométrique, après avoir secoué le sol, vous mettez l'échantillon sur le tamis et puis vous secouez. Et après avoir secoué là, vous allez avoir des morceaux, des échantillons de sol retenus sur chaque tamis. Il ne faut pas faire attention à ce qui est écrit ici, hein. On s'en fout de ça. Donc, chaque échantillon et chaque tamis va retenir une partie du sol. Et on va aller peser. Première étape, c'est de peser et déterminer la masse de retenue de chaque tamis. Après ça, on va additionner les masses là pour obtenir la masse totale. Et après avoir obtenu la masse totale, on peut maintenant déterminer la masse cumulée de chaque tamis, c'est-à-dire la masse sur le tamis lui-même, plus la masse retenue par tous les tamis qui sont en haut de ces tamis-là. Donc, c'est ça la masse retenue. Parce que si les tamis, par exemple, puisque les diamètres vont aller de plus grand au plus petit, donc si le diamètre qui est en bas ici, là, peut-être au milieu ici, s'il a retenu certaines particules, c'est que tout ce qui est en haut de lui aussi est au-dessus, est retenu. C'est-à-dire s'il n'y avait pas ces tamis qui sont en haut là, c'est lui qui allait garder, retenir tout. Mais heureusement qu'il y a eu ces tamis-là qui ont retenu. Donc, on prend les cumulés. Et n'oubliez pas, ce qui nous intéresse ici dans le cours granulométrique là, c'est ce qui passe le plus souvent, hein. Mais il y a des gens qui arrivent, qui vont vous demander aussi de faire souvent ce qui est retenu. Bon. Mais ce qui est passé ici, donc ce qui est passé, pour avoir ce qui est passé, vous faites le total, c'est de la masse totale, moins la masse qui est retenue, cumulée là, hein, ok? Donc, total, masse totale, moins retenue. Ça, c'est juste un rappel. On a vu ça dans le cours passé, dans la vidéo précédente. Donc, maintenant, pour avoir les pourcentages, on va faire ce qui passe là, c'est-à-dire la masse totale moins le cumulé retenu, divisé par la masse totale et vous multipliez par ça. Donc, voici la formule. D'accord? Donc, je rappelle ici aussi les ouvertures là, parce que là, ici, nous a donné seulement les numéros de tamis. Donc, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de tamis. Les numéros là sont beaucoup. Et on ne les utilise pas tous. Je vous ai dit, on n'utilise pas tous les tamis. Parce que si vous voulez tout utiliser, ça va être vraiment énorme. Donc, vous utilisez seulement certains diamètres. Vous pouvez décider d'éliminer certains diamètres. Mais le tamis descend est vraiment nécessaire. Parce que, comme je vous ai dit, c'est ce qui va passer à travers ces tamis-là qu'on va prendre pour faire l'analyse hydrométrique. Voilà. Donc, à travers, avec ce tableau, on peut avoir donc les ouvertures là, de ces tamis-là, les diamètres. Parce que c'est ce diamètre-là, on va utiliser pour tracer notre courbe. On va utiliser ce diamètre-là en axe des abscisses. D'accord? Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, on va retourner à notre exercice. Donc, on va essayer de faire des calculs pour obtenir la courbe. Voici ce qu'on nous a donné, les numéros de tamis. Donc, en se basant sur les numéros de tamis, on peut retrouver les ouvertures avec les tableaux que je viens de donner dans la diapositive précédente là. Donc, on trouve les ouvertures. Chaque numéro correspond à une ouverture. OK? 200 correspond à ça, 40 correspond à ça, ainsi de suite. Maintenant, la masse retenue sur chaque tamis, on nous a déjà donné. Donc, ça, c'est facile. Maintenant, on va essayer de trouver la masse retenue cumulative, là. La masse cumulée, retenue cumulée sur chaque tamis. Donc, on nous a dit, pour faire ça, vous devez additionner tous les masses des tamis supérieurs. D'accord? Donc, ici, vous faites plus ça, ça fait 0. Donc, pour lui, là, vous allez faire les 0 là, plus ça, ça fait 21,6. 21,6 plus 49,5, c'est ça qui fait 71,1. 71,1 plus les 102,6 là. C'est ça qui est non de 173,6. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, vous allez obtenir la masse totale. OK? OK. Maintenant, pour avoir le pourcentage de fin, pourcentage de ce qui passe là, pourcentage des passants. Donc, on va faire la masse totale, comme la formule l'indique,
Vous faites la masse totale, moins la masse des retenues cumulées. C'est ça qui va vous donner la masse des passants. Donc, cette masse des passants-là, divisée par la masse totale et multipliée par 100, va vous donner le pourcentage des passants de ce qui est passé. OK? Donc, pour ici, là, c'est-à-dire, vous allez prendre le total 450 moins 0 divisé par 450, ce qui va donner 1. Et vous multipliez par 100, ce qui va donner naturellement 100%. Donc, pour celui-là, tamis numéro 10, c'est-à-dire diamètre 2 mm, vous allez faire le total 450 moins 21,6 au numérateur, divisé par le total qui est 450. Ce que vous allez obtenir, vous multipliez par 100. Vous allez obtenir 95,2%. Ainsi de suite, jusqu'à vous allez obtenir pourcentage correspondant à chaque ouverture, chaque diamètre. Donc, on va utiliser les diamètres là et puis les pourcentages là pour tracer la courbe granulométrique, comme ça. Donc, ouverture 4,75, 3 est là, 4,75 par là, ça correspond à pourcentage 100%. Ouverture 2 mm, 1 est là, 3 est là. Faut pas dire que 2 est au milieu, c'est pas vrai. Parce que c'est échelle logarithmique. Vous devez, souvent, on va vous donner des papiers millimétrés pour savoir échelle, où il y a échelle logarithmique là. Et puis vous allez tracer. Voilà. Sinon, échelle logarithmique. Donc, D n'est pas au milieu entre ici, entre là et là. On est d'accord? C'est pas comme ça. Donc, on va avoir D à peu près là. Donc, D là, si on projette le point qui est là, c'est le point de coordonnées D et puis 95,2. C'est ce point-là. Ouverture 2, diamètre 2, pourcentage 95%. Troisième point, 0,85, pourcentage 84,2%. Voilà. Donc, diamètre 1 est là, 0,3 est là, 0,85, pardon. On obtient 84, un peu supérieur à 80, 84,2%. Ainsi de suite, jusqu'on obtient tous les points. OK? Ça, c'est la courbe. Deuxième question, on dit de déterminer D10, D30, D60. D10, je vous ai expliqué. 0 est là, 20 est là, donc 10 au milieu. Vous projetez sur la courbe et vous projetez en bas. Donc, D10 va correspondre égal à 0,40. D10, ça fait 0,09. 0,09. D30, vous projetez, 20 est là, 40 est là, 30 sera là. Donc, vous faites ça et puis vous projetez. Vous allez avoir votre D30, 0,185. D60, 60 est là, vous projetez sur la courbe et vous lisez D60, ça va faire 0,41 mm. Donc, on va utiliser ça pour calculer les coefficients là. Donc, je remets ça ici parce qu'on va utiliser ça pour calculer les coefficients. Coefficient d'uniformité, donc, le CI, il ne faut pas oublier que c'est D60 et puis D10 on utilise. Donc, D60 divisé par D10, ça va faire 0,56. Ça, c'est vraiment simple. OK? Coefficient maintenant de gradation, coefficient de courbure. Okay? Le coefficient de courbure, là, c'est cette formule-là que vous utilisez. D30 au carré et vous divisez par D60, D10. Ça va, c'est 0,95. Donc, je pense que tout ce qui concerne la courbe granulométrique là, tout est bon. J'espère que vous avez appris quelque chose. Le coefficient d'uniformité, coefficient de courbure, diamètre effectif, c'est-à-dire le D10, courbe mal gradée, bien gradée, sol mal, pas courbe, hein. Sol mal gradé, sol bien gradé, vous avez tout compris.
Et le pourcentage, on peut utiliser ça aussi pour avoir pourcentage de l'argile, pourcentage de sable, pourcentage des graviers présents dans le sol. Donc, voici les 3 points clés qu'on peut obtenir avec la courbe granulométrique. Ça y est, c'est bon? Ok. Donc, on passe maintenant en forme des particules. C'est la dernière partie de ce chapitre-là, le dernier point. Forme de particules qui est vraiment négligée en géotechnique. Donc, cette forme de particules-là, comme je disais, vraiment très négligée, mais ça joue vraiment un rôle crucial dans dans les propriétés physiques du sol. Ok? Mais à cause des défis liés à ça, souvent les gens négligent ça. Parce que souvent, il faut même utiliser, il y a d'autres qui utilisent carrément des microscopes pour savoir quelle est la forme des particules et comment la forme là va influencer les propriétés physiques du sol. Mais ça influence. Donc, on a principalement trois types de formes. Donc, les formes volumineuses. Je ne sais pas trop si c'est la vraie appellation en français, hein. Il faut vérifier. Une balquiforme. La forme feuilletée ou bien flaconneuse, ça aussi, je ne sais pas si c'est la vraie appellation. Mais on va voir en photo à quoi ça ressemble. La forme, il y a d'autres particules qui sont en forme d'aiguille. OK? Donc, pour ces-là, forme volumineuse, là, on a ces particules-là qui sont formées, qui sont des particules qui sont formées à partir de l'altération mécanique des roches ou des minéraux. Donc, les géologistes ont des appellations, ils appellent ça ils utilisent des termes comme angulaire, subangulaire, subarrondi ou bien arrondi. Voici ça un peu. Angulaire, subarrondi ou bien arrondi. Comme ça. Voici un peu ce type de particules-là volumineuses. Donc, ils jouent vraiment dans les propriétés physiques des sols. En commençant par le taux de vide. Le taux de vide, là, on appelle ça, en français, c'est pas taux de vide, en fait. Parce que taux de vide, c'est en anglais. Void ratio. Ça, c'est en anglais. Mais on va parler de tout ça après. OK? On va parler de tout ça après. Résistance au cisaillement et la compressibilité. Voici ce que ça joue. Donc, taux de vide, là, il y a une autre appellation en français. OK? Il y a deux termes qui sont associés à ça. La porosité et l'indice de vide. Donc, je pense que c'est l'indice de vide, là, qui est appelé chose. Taux de vide, là. Mais aussi, il y a porosité aussi, les deux sont un peu liés. On va voir tout ça, je pense, dans le chapitre prochain. OK? Donc, la forme des particules là va jouer beaucoup sur ces propriétés physiques là du sol. Donc, la forme des particules là change quand le sol, par exemple, le sable est transporté d'un point à un autre à de très longues distances par le vent ou bien par l'eau. Donc, il, il est vraiment important souvent de comprendre la forme là, la forme de ces particules là, pour pouvoir bien évaluer le comportement géotechnique du sol. OK? Donc, il y a des paramètres associés à formes, à ce type de particules-là qu'on peut calculer. L'angularisation, c'est-à-dire les rayons moyens des choses, des côtés là. On va dire les rayons moyens seulement de, de la particule, divisé par les rayons
des sphères inscrites, du maximum sphères inscrites. Okay? Parce que la particule est peut-être un peu anguleuse comme ça. Il y a des angles, des angles. Donc, chaque angle-là, on va utiliser ça aura plusieurs rayons. Donc, on fait la moyenne. Après, on prend comme un cercle circonscrit. Donc, les plus grands cercles. Mais là, on va parler de sphères, en fait. Les rayons de sphères. Donc, en divisant ça, on peut avoir l'angularité là. Et un autre indice, c'est féricité. Féricité des particules en faisant le dE divisé par LP. dE là, racine cubique de chi fois le volume sur pi. Donc V ici, volume de particules. LP, c'est la longueur de la particule. Ok, autre type de particules maintenant, les particules flaconneuses là. Encore une fois, je ne sais pas si vraiment c'est le vrai nom en français. Mais par exemple, cette photo-là, une image microscopique, je pense, qui montre ici les particules volumineuses et ces particules-là, un peu allongées là, on va dire flaconneuses, particules flaconneuses. Donc, en français, il faut essayer de me dire comment on appelle ça en français. Il faut chercher et puis vous me dites en commentaire comment on appelle ces particules-là en français. Ces formats. Peut-être il y a une appellation en français. Et je suis paresseux pour aller chercher. OK. Donc, ces particules-là ont une féricité là, très faible, de 0,01 ou encore moins, et sont principalement des particules argileux, minéraux argileux. Le dernier type de particules en forme d'aiguille là, voici cette figure-là qui montre ça, ces types de particules-là. Vous voyez, c'est vraiment pointu, forme aiguille. Et ces particules-là sont vraiment moins courants que les deux précédents. Et des exemples de sols contenant ces particules-là en forme d'aiguille, c'est certains dépôts de corail et d'argile, comme on appelle ça, à tempelgite. Donc, je pense que on a fait un peu le tour de tout. C'est ça la fin du chapitre. Donc, on se dit, on se donne rendez-vous pour les prochains chapitres. Ouais. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci.